Salut, c'est Sandre, le plus gros nerd de musique en France, et aujourd'hui je vais vous parler de Deltron 3030. Donc Deltron 3030, c'est le premier album du groupe du même nom et qui sort donc le 23 mai 2000. Donc il est considéré comme un des classiques du hip-hop alternatif de ces années-là et encore aujourd'hui comme l'un des plus grands albums de rap alternatif. Et le groupe est formé par Del the Funky Homo Sapien qui est au rap, Dan the Automator qui est lui à la production, et Kid Koala qui est le DJ qui va s'occuper de tous les scratchs, de tous les effets un peu qu'on va entendre. Donc c'est un album très conceptuel. Il va aller raconter une histoire dans un univers de science-fiction. On est dans les années 2000 au moment de la sortie de l'album. Donc ça va vraiment être une vision dystopique, futuriste, qui va donc se dérouler dans ces années 3030. On suivra l'histoire d'un personnage nommé Deltron Zero, donc qui est un rappeur hacker du futur et rebelle qui va se battre contre un nouvel ordre mondial gouverné par des méga corporations. Donc ça nous fait quand même beaucoup penser à des jeux comme Cyberpunk 2077, lui-même tiré du livre évidemment Neuromancien de William Gibson, ou voilà tous les univers dystopiques, futuristes, à la Blade Runner. Donc ce récit-là, il va mélanger beaucoup de critiques politiques et médiatiques. Donc ça fait que forcément, quand tu te projettes dans un univers, c'est une critique qui peut passer plus facilement auprès d'un gouvernement qui lui est réel, puisque c'est de la fiction. Le personnage va aussi participer à des battles de rap intergalactiques dans cet album-là. Donc voilà, on sent que vraiment au niveau de l'écriture de l'histoire de l'album, ils sont vraiment bien fait kiffer. C'est un récit non linéaire, donc voilà, la trame elle va pas être racontée de titre en titre. Voilà, ça va être quelques épisodes par-ci par-là par morceau. On a aussi beaucoup d'interludes, donc de passages d'extraits vocaux qui peuvent faire penser à des passages de radio ou de télévision, donc comme des pubs ou aussi voilà pour les battles de rap. Et donc musicalement, c'est un album qui est très original pour l'époque. Il est vraiment en avance. On a des beats très cinématographiques, donc avec des samples digitaux, c'est pas vraiment le terme, mais des samples assez électroniques. Voilà, futuristes électroniques. Beaucoup de turntablistes. Donc ça va être Kid Koala qui va faire beaucoup de scratch pendant l'album. C'est quelque chose qui est très typique dans ces années-là, mais qui aujourd'hui a pas spécialement bien vieilli. On a aussi vraiment un rap très narratif du coup, qui va compter un peu les tribulations du personnage et un rap qui sera très technique. On a vraiment ce flow un peu underground qui fait penser aussi à MF Doom, donc avec des placements rythmés de manière peu conventionnelle. On commence directement l'album avec un extrait narratif sur un rythme qui va ouvrir vers ensuite le morceau éponyme, donc Deltron 3030, qui est de loin le morceau le plus abouti du projet. On a vraiment des jeux de rythme, des jeux de flow. Il raconte aussi l'histoire de l'album. Alors là, il nous pose le cadre de l'univers. Et puis c'est vraiment un morceau très entraînant, très musical, qui n'a en plus de ça pas vieilli d'un poil. Il est impressionnant tant il est moderne, autant dans ses textes que dans la production. Il y a beaucoup de variations. Il y a voilà des jeux de samples qui vont aller complètement changer le rythme ou bien la mélodie du morceau. C'est vraiment le plus efficace. Pour moi, c'est même l'un des meilleurs morceaux de rap de la décennie, et ça installe directement la cohérence donc du récit non linéaire de l'album. On va vraiment être très immergé aussi en termes de sound design, un univers très immersif avec beaucoup d'extraits audio qui vont vraiment rajouter un cachet à l'album. Ça fait penser plus récemment forcément à Laylo Trinity, ou encore son dernier album L'étrange histoire de Monsieur Jack, de Monsieur Anderson. Malheureusement dans la suite de l'album, j'ai trouvé que les prods avaient un peu moins bien vieilli. On va être voilà toujours sur le même pattern, donc un rythme répété sur un sample qui va être voilà bouclé et sur lequel il va y avoir le turntablisme qui va un petit peu rendre l'écoute un peu vieillie. C'est en plus de ça pas des samples très intéressants. Évidemment, c'est du très bon rap dessus, mais voilà, les prods, elles passent un peu inaperçues et c'est dommage. C'est un poil trop répétitif à mon goût. Ça va être très pauvre en texture et très vieilli. Puis ça va continuer voilà, à parler de l'aliénation du monde modernisé à l'extrême, de pouvoirs abusifs, de critiques aussi des discriminations et des abus de la police. Donc voilà, ça va vraiment être un parallèle fait à la société de l'époque. Ça parle aussi d'asservissement et du rôle de la musique à cette époque-là. On retrouve plusieurs feats assez intéressants, notamment un avec Damon Albarn,
ce qui m'a un peu frappé, parce qu'à cette époque-là, il n'a pas encore sorti son premier album éponyme du groupe Gorillaz. D'ailleurs, on retrouve pas vraiment le style qu'il va insuffler avec ce groupe-là. Je l'ai pas trouvé très pertinent dans ce morceau. Mais voilà, ça reste cool de voir Damon Albarn, c'était assez sympathique. On est aussi effrayé au début de voir 21 titres, mais en fait c'est quasi 1 sur 2 qui va être un extrait vocal, un message de moins d'1 minute. On a beaucoup de sound design qui évoque le futur, donc dans un style rétro-futuriste du coup, vu que c'est l'imaginaire du futur des années 2000, comme dans Turbulence Remix où on a vraiment ces bruits un peu de soucoupe, un peu de les textures digitales. Voilà, donc ça va être un petit peu le défaut principal, c'est qu'il a pas spécialement bien vieilli, mais avec un grand atout, c'est quand même le concept qui est vraiment intéressant et qui donne vraiment un intérêt particulier à cet album-là. Je peux comprendre pourquoi c'est considéré comme un classique d'ailleurs du rap underground de l'époque. Ça va être mon petit défaut, c'est qu'il est pas forcément réécoutable aujourd'hui. Donc j'ai trouvé qu'il restait tout de même bon, hein. On a des morceaux qui sont exceptionnels, comme le morceau éponyme, mais d'autres qui franchement passent complètement inaperçus. Ça rend l'écoute assez inégale, même si c'est toujours intéressant en fait de le suivre vraiment comme un récit, et non pas comme un album. On va vraiment aller écouter l'originalité des compositions, et vraiment aller mettre un point d'honneur à créer une musique ambiante et atmosphérique. Là, ça va pas du tout être le but. Et donc voilà, moi ça m'a juste pas plu parce que c'était pas ce que je recherchais. Mais je peux comprendre pourquoi on aime beaucoup cet album. Il y aura les notes que je vais mettre dans la description sur Rauti d'ailleurs si vous voulez aller voir. Et puis moi je vais vous parler d'un second album, donc Beat de Bowery Electric. Voilà, je rebondis là-dessus parce que c'est un album aussi très novateur pour l'époque. Donc il sort le 12 novembre 1996. Et c'est le deuxième album du groupe new-yorkais Bowery Electric. Donc il se démarque par son mélange entre shoegaze et trip-hop. Ça va être vraiment des mélodies très ambiantes couplées à des rythmes typiques trip-hop. On a aussi un côté post-rock, donc dans le fait que c'est des guitares qui vont aller créer ces nappes sonores. Et puis dream pop dans le mix un peu scintillant et éthéré. Bon, éthéré ça se dit pas en français, mais c'est ma traduction de éthéréal, qui est un terme très utilisé chez les anglophones. Alors 1996 c'est vraiment très unique, hein, ce mélange de guitare très atmosphérique couplé à des rythmes trip-hop type Massive Attack, c'est vraiment quelque chose qu'on n'entend pas à l'époque. Ça va aller créer ce son hypnotique et planant, très répétitif aussi forcément. C'est des prods qui sont assez longues en plus, dans lesquelles il va pas se passer grand chose. Donc il est considéré aujourd'hui comme un album culte des années 90. Il y a certains critiques qui en parlent comme d'un album définissant un genre. Bon, en vérité, ça définit pas vraiment un genre, ça en mélange juste deux. Et ces deux styles qui sont aujourd'hui très développés. Bon, à l'époque, ça l'est pas vraiment, donc c'est ce qui donne un peu ce côté novateur. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui le considèrent un peu comme un album caché, voilà, qui mériterait d'être plus connu. Donc dans cet album-là, on va commencer sur une nappe sonore très typée drone. Donc voilà, ça va être un peu ce qu'on va retrouver tout le long de l'album. On a aussi une voix d'une femme et d'un homme. C'est voilà les membres du groupe, mais qui va vraiment être très en retrait par rapport au mix des autres éléments de la prod. Et puis voilà, un sample de batterie trip-hop classique, donc qui va être bouclé et répété pendant tout le long du son. Ça nous crée un peu un sample basse qualité, qui peut faire penser à du Lo-Fi un peu, même si ce terme-là, je crois qu'il n'existe pas à l'époque. Lo-Fi, c'est Low Fidelity, donc c'est basse fidélité. Hein. Puis on retrouve par la suite un morceau avec une guitare électrique qui va sonner un peu plus éloigné. On va avoir voilà, cette grande reverb qui va éloigner le son, qui fait du coup plus penser à du shoegaze. Et donc c'est un titre qui est encore très répétitif comme le premier. On va avoir des mélodies très simples couplées à des rythmes qui vont être répétés tout le long. Donc voilà, ça donne ce côté atmosphérique, hypnotique, méditatif qu'on peut apprécier sur les albums un peu post-rock de l'époque. Donc très répété, voilà, qui va être lancinant et qui va créer cet effet tantrique où on va presque oublier qu'on est en train d'écouter de la musique. On va aussi avoir des morceaux dans lesquels on va avoir plutôt de la batterie pour des morceaux plus rock. Donc comme dans le morceau Blacklight, on a aussi beaucoup de bruit blanc dans les guitares, donc ce qui va donner un peu ce côté shoegaze, dream pop aussi. Et la fin de l'album va plutôt se concentrer sur un côté rock ambiant et non plus trip-hop, qui va rendre cette fin pour moi plus intéressante, mais qui reste encore trop minimaliste et trop pauvre en termes de variation aussi. Ça va être tout le temps répétitif, tout le temps la même mélodie qui va être répétée.
Les morceaux restent plats et sans rebondissement, à l'image du titre de conclusion qui est juste une simple nappe de synthé qui va être répétée sur 16 minutes. On a encore du minimalisme dans les morceaux comme Under the Sun, que je considère personnellement plus comme une interlude dans le contexte de l'album. C'est pas expérimental, ça combine juste deux genres, puis c'est deux genres underground, donc forcément c'est très apprécié par la critique. C'est pour ça qu'on peut voir cet album avec des bonnes notes. Mais le côté répétitif, le fait que c'est un peu toujours le même pattern qui va être répété et bouclé, ça rend vraiment l'écoute trop ennuyeuse selon moi. Sur un album qui dure 1 heure, je crois, un peu plus même. Et franchement, il y a beaucoup de choses qui, comparées aux standards d'aujourd'hui, pourraient être retirées. Donc toujours une nappe sonore, toujours un rythme, une voix très effacée. Je trouvais que ça avait pas forcément bien vieilli. Puis en plus, moi, je suis pas vraiment un fan de trip-hop. De base, c'est pas un style qui me fait vraiment kiffer. Voilà, pour ceux qui me connaissent pas, Portishead, Morchiba, Massive Attack, c'est pas vraiment des groupes que je porte dans mon cœur. Musicalement, je les connais pas personnellement. Et le côté post-rock ambiante est trop classique, trop plat et trop répétitif. Après, normalement, répétitif, c'est pas un défaut, hein. J'en ai parlé dans ma dernière critique de Swans, quand je parlais de To Be Kind, qui est pour moi un excellent album, même s'il est répétitif. Il y a vraiment ici un problème de variation, en fait. Et un problème de longueur, c'est les arrangements, il n'y a même pas d'arrangement en fait, c'est toujours la même chose qui se répète. Puis pour les standards d'aujourd'hui, on va quand même s'ennuyer quoi, enfin c'est vraiment trop long. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas vraiment un album que j'ai aimé. Je l'ai même pas trouvé moyen, j'ai mis en dessous. Si vous voulez aller voir la note, elle sera sur AOT, pareil dans la description. Et j'ai rien d'autre à dire sur ces deux albums. J'ai bien aimé le lien entre les deux parce que c'était des albums assez novateurs pour l'époque. Et donc, si ça vous a plu, je vous laisse vous abonner. Et moi, je vous retrouve à la prochaine.